Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Le peintre syrien Najah Al-Boukaï était professeur de dessin à Damas jusqu'en 2011. Ses opinions politiques lui ont valu prison, torture, puis exil enfin en France. Aujourd'hui, Najah Al-Boukaï considère que l'art l'a sauvé, son témoignage entre souffrance et espérance. L'actualité du jour, c'est l'escalade militaire dans le sud-ouest de la Syrie, justement. Viol de l'espace aérien israélien par un drone iranien, avion de chasse israélien abattu par les Syriens. Deux événements ce week-end qui font redouter une confrontation élargie entre Israël et l'Iran. Comment éviter l'escalade? Nous en débattrons et puis vous retrouverez à la fin de l'émission messieurs Maudu et Saltiel à propos du 70e miracle survenu à Lourdes et reconnu par l'Église, et à propos d'une innovation dans les procès aux États-Unis, le film publicitaire pour booster la défense du prévenu. Carrément, on n'arrête pas le progrès. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Claude Escolovic, vous êtes mes deux complices pour cette émission. Mais regardez pas comme ça. J'attendais de dire bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Bonsoir Najah Al-Boukaï. On est ravis de vous recevoir et c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, donc vous poser quand on rencontre et quand on accueille un réfugié politique syrien. Est-ce que ce réfugié, cet homme qui vit en exil en France, regarde un peu toujours derrière son épaule par rapport à ce régime, qui est un régime dictatorial? Avez-vous peur, toujours, bien que vous soyez séparés par tout un continent, un demi-continent? Je peux vous rassurer que la plupart des Syriens, ils vivent toujours dans les cauchemars qu'ils sont sous les forces des renseignements généraux syriennes. Ils font des cauchemars souvent qu'ils sont rentrés, ils se font arrêter par les forces Mais du vous régime. vous sentez en sécurité en France? Oui, mais les cauchemars, mais ça les se passe cauchemars de temps continuent. en temps. Ça nous fait visiter un peu la Syrie, malheureusement, dans ces cas. D'accord. Autodérision du réfugié politique et de l'exilé. Tout de suite, on vous retrouve dans un instant, Najah Al-Boukaï, mais d'abord votre portrait, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Najah Al-Boukaï sur Internet, on vous découvre en photo, sourire aux lèvres et dessin à la main, une apparente tranquillité ne laissant rien deviner de l'enfer que vous avez traversé. Vous êtes né il y a 47 ans à Homs, en Syrie, 2 mois avant le coup d'État d'Hafez el-Assad. Enfant, vous crayonnez pour donner vie aux héros de bande dessinée que vous affectionnez, Tintin et Ricochet. La vocation trace son sillon. À l'âge de 16 ans, vous apprenez le dessin et la peinture dans un centre d'art plastique avant d'étudier aux Beaux-Arts à Damas, puis en France à Rouen. De retour en Syrie, vous devenez professeur de dessin. Mais en 2011, au début du printemps arabe, vous participez à une manifestation d'étudiants. Vous voilà incarcéré quelques heures. L'année suivante, la publication de simples dessins sur Internet vous envoie 1 mois en prison. Malgré les accusations de troubles à l'ordre public et affaiblissement du sentiment national, vous passez les 2 années suivantes en clandestinité à poursuivre votre travail d'artiste en publiant des dessins satiriques sur un compte Facebook. Dénoncé, vous voilà de retour ici au centre 227 des renseignements militaires de Damas, un bâtiment à l'allure anodine où se déroulent les pires atrocités. Durant 11 mois, vous subissez humiliations, menaces, tortures. Le matin, vous transportez les cadavres de ceux qui n'ont pas survécu en attendant votre tour. Vous ne devez votre salut qu'à votre femme, professeure de français, qui remue ciel et terre et rassemble 20 000 $ pour vous libérer. Depuis 2 ans, vous vivez avec elle et votre fille en exil en France où vous avez obtenu le statut de réfugié politique pour 10 ans. En guise de catharsis, vous témoignez dans vos dessins de la misère et de l'horreur que vous avez traversée dans ces geôles du mal. Des corps nus, des instantanés de terreur crue qui résonnent comme un écho sourd aux œuvres du Polonais Walter Spitzer et du Slovène Zoran Mujic, tous deux rescapés des camps de concentration nazis. Avec ce trait sublime avec lequel vous transcendez l'horreur de ce que vous avez traversé, Najah Al-Boukaï, espérez-vous un jour exposer vos dessins en Syrie? Avec le départ du régime syrien, certainement, on va exposer. C'est votre préalable à vous, votre condition préalable. Est-ce que votre trait, est-ce que votre dessin, qui est très funèbre, qui est noir, a retrouvé un peu de couleur depuis que vous êtes en France, depuis 2 ans, ou toujours pas? En fait, dans cet esprit des prisons, je n'arrive pas à dépasser le bleu maximum quand c'est clair ou le brou de noix. Vous avez été au début un observateur. En 2011, vous filmiez, vous manifestiez. C'était les printemps arabes. Vous pensiez que comme Mouammar Kadhafi était tombé, il allait pouvoir tomber, Bachar el-Assad. Et puis on vous a accusé d'affaiblissement du sentiment national. Et voilà. Tout a commencé comme ça? Oui, voilà. Participation aux manifestations, grand espoir que les choses vont se terminer, qu'il y aura un changement démocratique. Il n'y aura pas on disait peut-être ça va coûter le peuple syrien 1000 martyrs, 5000. Et puis ça a duré, ça a augmenté. Première arrestation, deuxième arrestation. En tout 12 mois en prison.
Oui. et dans des prisons, des centres qui portent des numéros, centre Ouais, 227. Vous avez charrié 400 cadavres en 70 jours? J'étais arrêté la deuxième fois, la troisième fois en fait, le 3 décembre 2014. J'étais en rez-de-chaussée, dans le centre 227, les renseignements militaires. Et puisque j'étais en premier étage, rez-de-chaussée, donc j'étais réquisitionné avec plusieurs prisonniers de charger et porter les cadavres. Donc la première chiffre que j'ai vue sur un cadavre, que j'ai bien vérifié, c'était 5535. Pendant 60 jours, le chiffre s'est augmenté jusqu'à 5874. Et il y avait certainement des cadavres. Bon, la plupart sont morts à cause de la torture et les raisons sanitaires, hygiène très, très difficiles. Vous êtes le seul prisonnier dessinateur à être sorti vivant des geôles de Bachar el-Assad. Vous dessiniez quelquefois? Vous aviez des petits bouts de papier pour dessiner en prison? Dans les centres de renseignement généraux, on n'a pas le droit d'avoir même pas des tongs dans nos pieds. Donc il n'y a rien. Donc on est par terre. Mais quand j'étais transféré, grâce à que ma femme et ma famille ont payé une somme d'argent pour être transféré dans les droits communs, j'ai eu le droit d'avoir un bout de papier, un crayon, un stylo. Donc j'ai commencé à reprendre la main. Mais dessiner les sujets du prison, c'est impossible. Donc j'ai commencé à faire des petits dessins, des petits croquis pour les prisonniers, que c'était interdit parce que peut-être ici ils veulent sortir leurs photos. Quelques dessins qui présentaient des corps des hommes, j'ai essayé de les exfiltrer de la prison. Claude. Qu'est-ce que c'est pour un artiste être libre? Quel genre d'artiste étiez-vous avant tout ça, avant la Révolution, avant d'être un prisonnier? Est-ce qu'on pouvait dessiner librement sous le régime d'Assad avant? Qu'est-ce qu'être libre pour vous? Le peuple syrien, il a exercé une autocensure pendant la période, depuis que le parti Baas a pris le pouvoir et surtout après que Hafez Assad a pris le pouvoir. Donc, les Syriens, ils se calmaient, ils mettaient leurs policiers dans leur tête. Ce que vous faisiez, vous? Oui, on trouve des autres sujets. On ne peut pas s'approcher de la vérité. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas... Mais il y avait des caricaturistes, il y avait quand même des satiristes, des dessinateurs de la caricature qui passaient par ce biais. Oui. C'est juste pour critiquer un peu un certain ordre de corruption, mais jamais toucher les grands dirigeants, jamais toucher la personnalité du président. Donc vous êtes ou le libre, parti Baas. Donc la liberté, c'est maintenant, avec les cauchemars. Oui, malheureusement. Le cauchemar est le prix à payer pour la liberté. Oui. On voulait évoquer avec vous, Najat Al-Boukhaï, l'attitude que doit ou que devrait avoir un pays comme la France par rapport à Bachar el-Assad. Parce que vous vivez en France désormais, vous connaissez notre président Emmanuel Macron et vous avez peut-être suivi ses positions assez changeantes sur la question syrienne. Il fait du en même temps sur le sort à réserver à Bachar el-Assad, c'est-à-dire qu'en décembre dernier, à la télévision, il parle de l'après-guerre en Syrie et il dit Bachar el-Assad sera là et on ne peut pas dire on ne veut pas parler avec lui. Puis 2 semaines plus tard, il en parle comme de l'ennemi du peuple syrien. Donc c'est un boucher qui massacre son peuple, mais il faut parler avec lui. On ne comprend pas très bien quelle est la ligne de tout ça. Et des politiques français qui parlent avec le dictateur syrien, littéralement, physiquement, il y en a, puisqu'il y a des députés français qui se rendent régulièrement à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il faut parler avec Bachar el-Assad et faire avec le régime syrien ? Ils vont être toujours dans les problèmes parce que le régime syrien, il ne peut pas vivre qu'avec le terrorisme et l'intégrisme. Donc c'est lui qui développe la manière, c'est lui qui a fait sortir les djihadistes, c'est lui qui a envoyé les djihadistes en Irak. Donc le régime syrien de Assad, il ne peut pas vivre sauf s'il y a du terrorisme à côté pour donner la légitimité de son président. C'est moi ou le chaos. Donc si on dit on finit avec le terrorisme et après, on discute avec Assad, vous n'allez pas finir avec le terrorisme tant qu'Assad est sur le pouvoir. Une dernière chose, vous avez souvent fait remarquer à quel point c'était dur de ne pas devenir insensible et inhumain après la prison. Vous dites, le risque, pour moi, c'était de devenir inhumain, de devenir un animal presque, de perdre mon humanité. Oui, Comment l'avez-vous conservée, cette humanité? Qu'est-ce qui vous a aidé à la conserver? Votre enfant, l'amour de votre femme, votre famille, quoi? L'art. Tout ça ensemble, l'amour de la famille, l'enfant, les amis, l'art, rentrer dans une prison et au lieu de
d'avoir la frustration. Pensez à des tableaux. Peut-être c'est de luxe que je dis. Je dis maintenant que... Vous pensiez à des tableaux? Je pensais Quoi? au tableau de Jéricho, le radeau de la Méduse, par exemple. Cette affreuse scène que les gens ils se tuent pour rester en vie. C'est ce qu'on vivait, en fait, dans les chambres de 3 mètres sur 5 où il y a 70 personnes. Donc, il y avait cette... donc, peut-être, je ne dis pas c'est un art-thérapie. Mais un peu. Un petit peu. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est ce que disait un artiste français, Robert Filiou. Merci d'être venu témoigner. Quel témoignage sur le plateau de 28 minutes. Merci infiniment à vous. Et on passe à notre débat justement sur l'escalade militaire entre les Israéliens et les Iraniens dans le sud-ouest de la Syrie. Y a-t-il le risque d'un conflit généralisé et quel rôle pacificateur ou pyromane pour l'arbitre régional qui est la Russie, pardon. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Édition spéciale ce week-end sur les télévisions israéliennes. Un chasseur F-16 de Tsahal s'est écrasé samedi matin dans le nord du pays, abattu par un missile syrien. Les 2 pilotes ont pu s'éjecter à temps, mais ils ont été blessés. Le président israélien s'est rendu à l'hôpital. Mes remerciements vont à toutes les forces de sécurité, et plus particulièrement aux équipages aériens, pour leur engagement sans compromis. Tout a commencé samedi vers 4 h du matin. Selon l'armée israélienne, un drone piloté à distance par des Iraniens basés en Syrie survole l'État hébreu. Une fois l'engin détruit, Israël déclenche une opération de représailles de l'autre côté de sa frontière avec la Syrie. Elle frappe les forces de Bachar al-Assad, qui répliquent, et des sites iraniens, notamment sur la base d'où serait parti le drone. Nous avons infligé un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes. Et nous continuerons à frapper à chaque tentative de nous nuire. Une déclaration clairement destinée à l'Iran. L'État hébreu redoute que Téhéran et ses alliés du Hezbollah libanais ne renforcent leur présence en Syrie. Des accusations démenties par le président Rouhani, qui s'est contenté d'une déclaration mesurée. Si un pays pense qu'en renforçant le terrorisme, en se mêlant des affaires d'autres pays ou en bombardant les pays voisins, il peut obtenir des résultats souhaitables, c'est une erreur. Alors le conflit syrien peut-il basculer vers une confrontation entre Israël et l'Iran? Qui peut jouer les médiateurs pour éviter un embrasement de la région? Bonsoir tous les trois, Agnès Levallois, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes spécialiste du monde arabe et selon vous, Israël a tout fait pour rester en dehors du conflit syrien. Mais le renforcement de la puissance militaire de l'Iran en Syrie est une ligne rouge dorénavant pour les Israéliens. À côté de vous, Thierry Coville, bonsoir, vous êtes chercheur à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'Iran. Selon vous, la Syrie a une importance stratégique pour les Iraniens, mais leur agenda n'est pas d'attaquer les Israéliens. Ce ne serait pas dans leur intérêt. Enfin, Jean-Sylvestre Montgrenier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue spécialiste de la Russie. Selon vous, la Syrie est un trou noir qui absorbe toutes les tensions régionales. On note les contradictions, vous notez les contradictions de la diplomatie russe qui maintient des contacts avec tous les protagonistes du conflit et qui accentue le risque d'une grande guerre régionale. Et on va démarrer avec une question d'un de nos spectateurs angoissés par cette crispation soudaine dans cette région. C'est une téléspectatrice qui voudrait comprendre quel est l'intérêt pour l'Iran et Israël de déclencher une nouvelle crise dans un pays déjà ravagé par un triple conflit. Agnès Levallois, la question, elle porte sur le timing. Pourquoi ces incidents maintenant, alors que le conflit en Syrie est supposé être sur la fin, être en train de s'achever? En tout cas, c'est ce qu'on entendait. Oui, c'est justement parce que dans une période où certains ont le sentiment que le conflit devrait se terminer, qu'il y a aussi une volonté de montrer qu'ils sont là et qu'ils souhaitent être partie prenante de tout règlement et qu'ils ne vont pas accepter n'importe quoi. De l'issue politique. Donc de l'issue politique. Donc c'est vrai que l'Iran a misé beaucoup sur ce conflit, a été très impliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'Iran, c'est absolument essentiel de garder une relation, d'être présente en Syrie comme on le voit. Israël, pour l'instant, effectivement, essaie de se tenir à l'écart, mais ne peut pas rester
rester sans réagir face au renforcement En de tout cas, il est l'Iran sommé de en réagir, Syrie. ouais. Et donc, du coup, on arrive à une situation où, effectivement, les deux montrent les dents pour savoir lequel va être le plus fort. Ils ont des drôles de dents, dites donc. Alors, le chiffre du jour, Claude, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne cette notion d'accrochage. Et ce chiffre dément ou relativise un petit peu ce que vient de nous dire Agnès Levallois. Chiffre du jour 100 comme à minima le nombre de raids aériens israéliens sur la Syrie depuis 2013, depuis que le conflit syrien est monté en intensité. Question pour vous, Thierry Coville. Que visaient les Israéliens dans ces raids répétés et reconnus? C'est un chiffre qui vient d'un think tank sérieux. International Crisis Group, c'est dirigé par un diplomate, ancien diplomate français. Que visaient les Israéliens en Syrie toutes ces années? L'obsession des Israéliens depuis que le conflit a commencé, c'est effectivement le fait que leur grand ennemi de la région, l'Iran, s'installe à leur porte. Donc tout ce qu'ils voient comme un possible renforcement, alors ils appellent de temps en temps, ils disent que c'est des bases du Hezbollah ou ce serait des bases... Hezbollah, milice chiite et parti politique chiite libanais soutenu par l'Iran. Oui, qui est soutenu par l'Iran et qui est effectivement celui qui s'est battu effectivement avec Israël il y a quelques années. Donc ils appellent même ce qu'ils appellent des centres militaires iraniens. Donc ils sont absolument, avec raison sans doute, obsédés par cette présence, donc ils n'arrêtent pas de bombarder. Ils ont même d'ailleurs, il y a eu une opération même militaire il y a quelques années, je rappelle, il y a même un haut chef du Hezbollah qui a été tué en Syrie. Je pense qu'il y avait même un général iranien. Par les Israéliens. Par les Israéliens. Absolument. Et donc si vous voulez, ce type d'attaque n'est pas nouvelle. C'est effectivement lié à ce que vient de dire Agnès, c'est-à-dire le sentiment, la peur, la crainte, vous appelez ça comme vous voulez, que du côté israélien, que le grand ennemi de la région s'installe à leur porte. Donc ça veut dire qu'il y avait un état de guerre latente, mais pas de guerre froide, de guerre réelle, même de basse intensité. Jean-Sylvestre Montgrenier, est-ce que, par inadvertance, par erreur, en allant trop loin de ce raid aérien et d'un avion israélien abattu, on peut passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux? Oui, bien sûr, par principe. Il faut toujours se défier du discours de l'intérêt, parce qu'on a l'impression que tout est rationalisé, tout est sous contrôle, alors qu'il y a des volontés de puissance, il y a des logiques d'affrontement qui parfois peuvent dépasser les hommes. Il suffit de regarder le cours de l'histoire. Les hommes parfois sont saisis par l'histoire, plus qu'ils Et on est dans un de ces moments où Netanyahou d'un côté, à mon le sens, régime iranien oui, de l'autre. parce qu'il y a une superposition de guerres depuis 2011-2012 en Syrie, des guerres donc qui se superposent et qui s'enchevêtrent. Alors c'est vrai qu'à partir de 2014, quand la primauté de la lutte contre l'État islamique s'est imposée, les autres guerres les autres lignes d'affrontement ont été subordonnées, ont été reléguées à l'arrière-plan, mais elles n'ont pas disparu. Comme et là, elles ressurgissent alors que... là, on passe d'une guerre à une autre. En fait, le conflit est en train de se transformer, de se muter. L'État islamique passe au second plan. Alors, il y aura certainement des surgeons. On n'aura certainement pas terminé avec le djihadisme global de facture sunnite. Mais en revanche, il y a les puissances régionales. Quel est le but de l'Iran? C'est une provocation? C'est un test? À mon sens, du côté de l'Iran, il y a un projet hégémonique, dominateur, du Golfe arabo-persique jusqu'à la Méditerranée orientale. Il y a une volonté de s'implanter dans la région. Mais là, est-ce qu'elle somme Israël de réagir et d'affirmer sa position? C'est ce qu'elle est en train de faire, Agnès Levallois? Ce qu'on voit, c'est que je crois qu'il y a aussi un élément, c'est que la Syrie, Bachar el-Assad, en tous les cas, aujourd'hui, se sent renforcé, puisqu'il a, grâce au soutien iranien et russe, il est là, il est encore là, alors qu'il ne pensait pas l'être aussi longtemps. Et donc, je pense que c'est aussi un moyen pour Bachar el-Assad de dire, moi, je reprends aussi les choses en main, je ne suis pas simplement à la marionnette des Iraniens et des Russes, mais je veux démontrer, parce que jusque-là, les Syriens n'avaient jamais... J'ai réussi à abattre un avion israélien. Ça n'était pas arrivé à la Syrie depuis longtemps. Non, la Syrie ne l'a jamais fait, parce que la Syrie n'a jamais osé... en 1973. Oui, mais depuis. Dire qu'il y a toujours eu un état finalement de non-guerre entre Israël et la Syrie n'a jamais voulu se confronter avec Israël, parce que la supériorité stratégique d'Israël était telle que les Syriens ne voulaient pas prendre le risque de se prendre justement une claque, il y avait des mauvais souvenirs. Donc jusque-là, la Syrie est restée très prudente de faire attention de surtout pas rentrer en guerre avec Israël. En revanche, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un contexte un peu différent où la Syrie, Bachar el-Assad se sent renforcé, mais je crois qu'il a aussi une volonté de dire à ses parrains, dont il dépend complètement, qu'il peut avoir une certaine autonomie ou d'essayer de reprendre une petite marge de manœuvre pour montrer qu'il n'est pas simplement la marionnette des Russes et des Iraniens. Pour comprendre le point de départ de l'incident qu'on évoque, Thierry Coville, au point de départ, il y a ce drone iranien qui va survoler Israël. Pourquoi est-ce que les Iraniens, dont on comprend qu'ils veulent garder pied en Syrie, très bien, pourquoi est-ce qu'ils vont aller chercher Israël sur son territoire avec un drone? Qu'est-ce qu'ils voulaient observer? Qu'est-ce qu'ils voulaient regarder? Qu'est-ce qu'ils préparaient?
Honnêtement, je ne sais pas. Je veux dire, qui sait? Non, mais franchement, qui sait? Les Israéliens nous montrent les images d'un drone, disant que c'est un drone iranien. Les Iraniens démentent dans ces cas-là. On sait que le régime syrien, même l'État islamique, ont utilisé des drones. Donc, il y a des drones qui circulent dans la région. Ça, c'est une réalité. Est-ce que, comme ça a été dit, vous savez, dans ces cas-là, est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention? Ils ont envoyé des drones. Est-ce qu'ils avaient l'intention que ce drone aille en Israël? Est-ce que c'était dans l'intention, comme je l'ai lu, un peu voilà, d'espionner? J'ai même lu dans un grand journal du soir, quelqu'un, expert, qui dit, ils prennent des informations pour attaquer. Je ne sais pas d'où il sort, voilà, moi j'en sais rien, mais c'est vrai, comme ça vient d'être dit. Ça vous semble plausible, à défaut d'avoir... Alors attaquer, justement, non. Si vous voulez, bon, moi, je sais pas, si vous voulez, si on regarde un petit peu l'histoire de la politique étrangère de l'Iran, moi c'est un petit peu l'élément, on voit qu'ils ne vont jamais prendre de risque d'un affrontement comme ça dans lequel ils ne maîtriseraient pas. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'ils auraient à attaquer Israël. Je demande pardon, mais quand il y a eu la guerre entre Israël et le Hezbollah, le nord d'Israël et au-delà était bombardé par le Hezbollah. Si le Hezbollah a des armes, des missiles de meilleure qualité et une meilleure connaissance du terrain israélien, par des drones, une technologie iranienne, peut-être russe, c'est plausible. C'est un enchaînement qui existe, en tout cas ce que disent les Israéliens. C'est pour ça que je dis que c'est plausible. Je dis je ne sais pas, mais je veux dire que effectivement, que ce soit plus du côté du Hezbollah pour aider le Hezbollah qui cherche d'avoir des informations sur Israël, c'est plausible. Mais prendre le risque, si vous voulez, c'est toujours très, comment les personnes disent, soap chaudé, c'est-à-dire qu'ils font toujours, c'est très calculé quand même. Là, prendre ce risque d'envoyer un drone, sachant quand même, entre parenthèses, Israël a utilisé ce prétexte pour bombarder tout ce qu'il pouvait en Syrie. Les Iraniens, si vous voulez, c'est un peu, quelque part, c'est vrai, c'est pas un cliché, des joueurs d'échecs. Donc ils savaient très bien qu'il y aurait ce type de réaction d'Israël. Donc est-ce qu'ils ont pris ce risque intentionnellement? Ça m'étonnerait de leur part. Mais on est dans une situation de vide politique, comme ça a été dit, où des armées sont présentes. Il n'y a plus un ennemi commun qui était quand même l'État islamique. Et là, effectivement, on est dans une situation de vide politique qui est dangereuse. Alors, concentrons-nous sur quelqu'un qui considère que ce drone et l'envoi de ce drone était parfaitement intentionnel. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. Il s'est félicité hier d'avoir infligé un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes. Nous continuerons de frapper ceux qui tentent de nous attaquer, a dit le Premier ministre israélien. Thibault Nolte lui offre une tisane. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si les interventions de Tsahal en Syrie sont courantes, le Premier ministre israélien frappe de plus en plus fort. Alors faut-il une verveine pour Benyamin Netanyahou? En Israël, Benyamin Netanyahou fait partie des meubles. 2 fois Premier ministre et avant, pendant ou après, ministre des Finances, des Affaires étrangères, de la Santé, du Logement, du Culte, des Sciences ou des Retraites. Mais le vrai dada de Bibi, c'est la castagne. Mais chérie, tu es un pacifiste, tu détestes la violence, tu détestes les armes. Et surtout, je déteste l'armée, cette bande de gauchistes qui se fait démolir à F-16 en plus. Bibi avait un papy rabbin, pionnier du sionisme religieux, et un papa nationaliste droitier qui avait fait changer son nom pour Netanyahou, don de Dieu en hébreu. Un pédigré radical, gage d'une politique de plus en plus à droite, sous chantage électoral des orthodoxes. Chérie, le rabbin Extrémovitch me soutient si je chante à la Knesset « Mon beau Talmud, roi de Judée, que j'aime tes scriptures ». Quel rossignol! Arrête! Bibi est né en Israël, élevé et diplômé aux USA. Érudition, prudence et expérience mises à part, il est le Trump de la mer morte qui est son plus fervent soutien. En 40 ans, la gauche n'a dirigé Israël que 8 ans, mais Bibi pose en éternelle victime de l'État profond et des élites. Fake news. Il faut t'entraîner, chérie. Fake news. La bouche en cul de poule. Fake news. Ben voilà, là tu le tiens. La police vient de recommander sa mise en examen pour corruption, le sport national. Qu'il finisse en zonzon comme son prédécesseur ou pas, il aura excité tous les antagonismes à domicile et maintenant à l'extérieur. Son concours de grenades et de gonades avec l'Iran ce week-end promet une nouvelle saison bienvenue. Un Bibi, des bobos. Merci Thibault Nolte. Claude. Jean-Sylvestre Montgrenier, comment fait-on pour ramener des dirigeants politiques qui sont dans le concours de gonades, qui ont des problèmes intérieurs, Netanyahou ou le pouvoir iranien, comment fait-on pour les ramener à la raison quand tout les pousse à monter en haut du cocotier? Ça me semble très difficile parce que la situation, comme cela a été dit, c'est celle d'une sorte de vide de pouvoir, d'absence de pouvoir hégémonique au Moyen-Orient aujourd'hui. S'il n'y a pas ce qu'on appelle en relation internationale un stabilisateur hégémonique, quelqu'un qui a suffisamment de force, de volonté, de légitimité pour jouer en quelque sorte les arbitres, faire le travail de navette, le risque c'est qu'on soit dans une spirale ascendante. Et c'est ce à quoi on assiste au Moyen-Orient, à mon
sens, les risques ont été minorés en 2012-2013. Là, j'ai notamment en tête quand même une certaine impéritie de la part de l'administration Obama, qui a pensé qu'on pouvait borner le conflit, c'était pas à peine de faire respecter des lignes rouges, etc. Depuis, on voit... Trump n'a pas tort d'en vouloir à Obama, qui a, à mon sens, laissé la place. Ah oui, tout à fait, parce que là, on voit que ça part dans tous les sens. Il y a une banalisation de l'emploi de l'arme chimique qui est quand même dramatique. Finalement, les lignes rouges, elles s'érodent à nouveau. Il y a Trump qui a essayé de les rétablir en avril dernier. Vous avez également notre président Emmanuel Macron qui, en mai dernier, a parlé de riposte immédiate. Oui. Alors aujourd'hui, il y a tout un jeu. C'est pas du sarin, c'est du chlore. On peut posséder du chlore. C'est quelque chose qui est autorisé, mais enfin, l'utilisation comme arme chimique, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, c'est pour ça que je parle de trou noir, en quelque sorte. Alors, un trou noir, mais il y a quand même un acteur, et qui n'est pas que régional, qui est même mondial, qui pourrait jouer un rôle, mais lequel ? La Russie. La Russie, qui fait très clairement partie de l'équation syrienne, tant sur le plan militaire que diplomatique. Militairement, avec à peine 5000 hommes sur le terrain, c'est peu. 3 millions d'euros par jour et quelques rares pertes humaines. La Russie a clairement atteint ses buts de guerre, maintenir Bachar al-Assad au pouvoir et s'imposer comme un acteur dans la région. Et c'est diplomatiquement que ça se gâte un peu, puisque les pourparlers de Sotchi, on en a parlé ici, ça a été un fiasco. Et surtout, Poutine est visiblement en train d'échouer à jouer les arbitres et les médiateurs parmi tous ces interlocuteurs-là. On assiste depuis quelques mois à une amitié assez déconcertante entre Poutine et Netanyahou. Ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises. Netanyahou s'est rendu à Moscou 4 fois pour rencontrer Poutine. C'est plus de visites qu'à n'importe quel autre leader. Voilà, donc les relations sont quand même assez bonnes, à tel point que la Russie regarde ailleurs, visiblement, quand des raids israéliens sont menés sur la Syrie. Et puis, dans le même temps, il existe aussi une alliance entre la Russie et l'Iran. Et c'est une alliance qui est scellée par des échanges commerciaux et également une coopération sur le terrain en Syrie, puisque pour la première fois depuis la révolution islamique, l'Iran avait autorisé un pays étranger, donc la Russie, à faire décoller ses avions depuis une base iranienne. Donc on a un Vladimir Poutine qui parle à tout le monde, aux Iraniens, aux Israéliens, à Bachar al-Assad. Agnès Le Volas, qu'il doit trancher aujourd'hui et choisir son camp. Je pense que c'est le seul qui, aujourd'hui, en tous les cas, peut faire quelque chose. Parce qu'on voit bien que les Américains sont complètement hors du jeu. L'Europe, on n'en parle même pas. Et la France non plus. Donc, le seul qui, effectivement, est vraiment partie prenante et peut discuter avec tout le monde. C'est sa crédibilité qu'il met en jeu. Bien sûr. Moi, il me semble que c'est vraiment sa crédibilité aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. On voit bien que sur le plan diplomatique, alors qu'il pensait pouvoir remporter la mise par rapport au processus de Genève qui, lui, était dirigé par l'ONU, ça n'a pas marché tellement mieux que le processus de Genève, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, aujourd'hui, on a un Poutine qui a beaucoup de cartes entre les mains, parce que comme vous l'avez très bien rappelé, il parle avec tout le monde. En même temps, qu'est-ce qu'il en fait de ça ? Et donc, pour l'instant, il n'y a rien de concret par rapport à cela. Ce que l'on voit simplement, effectivement, c'est qu'il ferme les yeux lorsqu'il y a des drones qui se promènent un peu partout dans le ciel aérien entre la Syrie, Israël. Et donc, on est dans une situation un peu surprenante de ce point de vue-là. Est-ce que Poutine, puisqu'il s'agit de lui, peut parvenir à négocier entre Israël et l'Iran un modus vivendi, c'est-à-dire qu'il y aurait une certaine présence iranienne en Syrie, puisqu'il le souhaite, mais qui ne serait pas une présence dangereuse, perçue comme dangereuse militairement par Israël. Est-ce que cela existe avec des items spécifiques à discuter ? Thierry Coville. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, si vous voulez, cette alliance ad vitam aeternam entre l'Iran et la Russie, elle n'existe pas. Les Iraniens, ils sont d'abord en Syrie pour défendre des intérêts comme la lutte contre l'État islamique, Al-Qaïda, pour avoir un pays qui est stratégique pour effectivement les relations avec le Hezbollah. Et les Russes, ils sont avec les Russes parce que ils ont besoin des Russes pour être en Syrie. Par contre, mais rappelez un peu, l'histoire est importante en Iran. Ils ont eu des mauvais souvenirs. L'Iran était quasiment colonisé au 19e siècle par les Russes dans le nord de l'Iran. Donc c'est pas des. L'alliance est fragile. Alors, oui. C'est une alliance de circonstances. Alors, est-ce qu'il y a, je réitère ma question, est-ce qu'il y a un modus vivendi possible où il y aura une présence iranienne en Syrie, mais dans des modalités qui seraient acceptables par les Israéliens, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, pas de base de missiles, pas de construction d'armes sophistiquées. Est-ce que ça existe ? Alors, ce qui est clair, mais bon, je crois que j'avais été déjà invité, j'en ai parlé, ce qui est clair, c'est de prendre l'Iran comme un acteur rationnel et qui peut s'asseoir à la table des négociations. Et est-ce qu'on peut négocier avec l'Iran ? Rappelons-nous les difficultés qu'on a eu à accepter de négocier avec l'Iran sur le nucléaire. Parce qu'on disait on ne peut pas leur faire confiance, etc. Je pense que c'est un petit peu ça qui est en train de... Netanyahou veut que l'accord sur le nucléaire iranien... Oui, voilà, on est toujours dans cette logique, on ne peut pas leur faire confiance. Mais bon, il y a un moment où on se rend compte qu'il faut bien leur parler. Alors, on essaie de passer par un intermédiaire, la Russie, mais je pense que dans le meilleur des mondes, ce serait... Je veux dire, il y a un moment, il faudra bien s'asseoir autour de la table avec l'Iran, les Européens et les Américains, et trouver une solution, enfin, c'est facile de dire ça à Paris, mais une solution politique à la Syrie. Et prendre en compte effectivement les intérêts d'un certain nombre d'acteurs. Mais si vous voulez,
passer comme ça par un acteur si vous voulez, qui négocie avec tout le monde. Je vous dis, les Iraniens actuellement se méfient de plus en plus des Russes. Par exemple, je vous dis un exemple. J'ai toujours pas réussi à avoir les termes d'un accord possible avec ou sans Russes entre l'Iran et Israël. Mais si vous voulez, il n'y en a pas. Mais si oui, vous voulez, il y a des terminez objectifs. sur votre exemple. On revient sur pourquoi l'Iran est en Syrie. Il y a la question que l'État islamique et Al-Nosra n'aient rien à voir dans l'avenir de la Syrie. Bon, ça, c'est réglé. La question des liens avec le Hezbollah, c'est effectivement avec Israël, il peut y avoir des frottements, c'est le moins qu'on puisse dire. La question de quelle organisation, surtout ce qui est important, du futur pouvoir politique. Est-ce que ça va être forcément un pouvoir entre guillemets sunnite? Quel type de pouvoir? C'est ça qui est important pour les Iraniens. Ils ne veulent pas avoir un pouvoir, si vous voulez, qui penche trop du côté ou de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis. Donc c'est ça qui est derrière qui est en train de se jouer. Maintenant, Jean-Sylvestre Montgrenier, Claude. Oui, non, je vois pas de. Moi, je pense qu'il y a un affrontement qui est feutré. Il y a une volonté de puissance de l'Iran. Il y a bel et bien une alliance avec la Russie, parce que sinon, si on définit de manière ultra restrictive une alliance, on en trouvera peu à la surface de la planète. Mais il y a bel et bien une opération commune qui a été montée en 2015. Il y avait déjà des sérieuses convergences avant. Et au moment même où on négociait donc cet accord sur le nucléaire, on expliquait que ça serait la pierre angulaire. On va se mettre tous autour d'une table. Ça va permettre de modérer la politique iranienne, etc. En même temps, vous aviez donc le général en chef le représentant du guide de la révolution qui était à Moscou pour en train de négocier cette opération. Et cette opération, elle se fait avec principalement des troupes iraniennes, des milices chiites au sol, et puis des avions russes en l'air. Et tout ça, c'est coordonné. C'est bel et bien une alliance. Et les objectifs que l'Iran poursuit donc en Syrie, ils sont incompatibles avec ceux d'Israël. Et donc, vous avez là Poutine qui, effectivement, est écartelé entre les relations cordiales, pas plus qu'il a réussi à maintenir avec Israël, d'un côté, et puis de l'autre côté, cette espèce de front russo-chiite, cette alliance russo-iranienne. Une petite conclusion tous les deux. Non, mais je rappelle simplement que l'accord sur le nucléaire est absolument respecté par l'Iran et le pays... Pas pour le programme balistique, et ça, c'est dans une résolution des Nations Unies. On va en parler, l'accord sur le nucléaire est respecté, c'est reconnu notamment par les Européens qui s'appliquent, et le pays qui ne veut pas le respecter, c'est les États-Unis. On n'a fait que repousser les échéances de 7 ans, c'est-à-dire, je vous rappelle que le conflit en Syrie a commencé en 2011, c'est hier. C'est pas la question de savoir si c'est mieux, la question de savoir si on a véritablement réglé la chose ou pas. Agnès Levallois, soyez pacificatrice. Non, mais ce qui est clair, c'est qu'Israël, de toute façon, ne va pas permettre l'établissement d'une force iranienne sur le territoire syrien à sa frontière. Ça, c'est clair. Et que pour l'instant, tous les bombardements qu'Israël a menés depuis le début du conflit en Syrie sur le territoire syrien visaient effectivement le renforcement de Hezbollah. Donc, c'est vraiment ça, on revient au point de départ, c'est vraiment ça l'élément essentiel dans la stratégie d'Israël. Et en plus, Israël aujourd'hui est quand même dans une situation, Netanyahou dans une situation intérieure qui n'est pas très confortable pour lui. Et donc, il y a aussi sûrement un aspect un peu diversion dans le contexte actuel, à ce moment précis où ça se déroule. C'est le mot de la fin et on en reparlera, j'imagine, ici même. Merci à tous les trois. Dans un instant, une 70e guérison prodigieuse, miraculeuse, reconnue à Lourdes et l'irruption de la vidéo promotionnelle dans les procès aux États-Unis avec M. Maudieu et Saltiel. Mais d'abord des intox ce soir. D'où est donc partie la rumeur diffamatoire sur les réseaux sociaux qui salit Darty et ses fondateurs? Pendant la diffusion de l'émission On n'est pas couché sur France 2, le compte Twitter de l'informatrice zélée s'interrogeait. Laurent Ruquier évoque les accointances nazies du fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad. Pourquoi ne parle-t-il pas aussi de l'admiration de la famille Darty pour le régime hitlérien au point d'avoir repris les codes esthétiques du drapeau nazi? Ce n'est pas la première fois que des internautes dénoncent cette proximité sur la seule base des couleurs du logo de l'enseigne d'électroménager qui était au fronton de la première grande surface ouverte par la marque en 1968 à Bondy. Et sans le début d'une preuve ou même d'une simple piste justifiant cette accusation. En 2008, un article particulièrement confus avait circulé évoquant les liens entre Darty et l'extrême droite et assurant déjà que la marque avait opté pour un logo à l'apparence évocatrice puisque reprenant les codes esthétiques du drapeau nazi. Cette fois, c'est l'un des fondateurs de la marque, âgé de 83 ans, qui a pris son clavier pour répondre cette semaine. Je m'appelle Bernard Darty, j'ai 83 ans et avec mes frères, j'ai créé la société qui porte notre nom et c'est moi qui ai conçu le logo Darty. Pourquoi ? Peut-être pour remercier les nazis, alors que j'avais 7 ans et demi, d'avoir arrêté ma mère le 16 juillet 1942 au cours de la rafle dite du Vélodrome d'hiver. Elle a été déportée à Auschwitz et n'est jamais revenue. Mon frère Nathan, arrêté en septembre 1941, est l'un des 23 survivants des 1000 personnes qui ont été déportées lors du premier convoi vers Auschwitz.
Le compte de la bien mal nommée informatrice zélée a publié la réponse, mais sans aller jusqu'à supprimer son tweet accusatoire. Merci des intox. Il est revenu. Mais oui, il est là. Il dépérissait, il a perdu 5 kilos. Il a plus de chemise, il sait pas comment s'habiller. Il en était malade. Non, il était en vacances, Bauduit, et l'autre était... J'ai essayé de tenir la barre. Les revoilà, les chérubins. Alors, donc, autre miracle, autre prodige que votre retour. Le caractère prodigieux, miraculeux de la guérison de Sainte Bernadette Morio. Sœur Bernadette Morio, pas encore sainte. Non, alors elle avait le sacrum fossilisé. J'adore ce truc. Elle était totalement immobile. Et après être allée à Lourdes en 2008, eh bien, elle s'est levée et elle a marché. Et la guérison, effectivement, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, est tout à fait inexpliquée. Donc, 70e miracle survenu à Lourdes. Et vous avez eu envie de mettre les pieds dans la grotte? Oui, bah écoutez, tant qu'à faire. Vous êtes joueur? Non, mais vous savez, les premières apparitions commencent en février. Le pied gauche dans la grotte? 1800, oui, du pied gauche, surtout. Février 1858, quand une jeune bergère pyrénéenne, Bernadette Soubirous, dit voir un personnage extraordinaire dans La Tute au cochon. Oui, parce que La Tute au cochon, aujourd'hui, on dit la grotte de Massabielle, mais enfin, c'était La Tute au cochon. Enfin, bref. Je ne comprends pas ce que vous La Tute au cochon, c'était le nom du lieu. C'est moins poétique, hein. Mais c'était comme ça. Signifiant grotte. Tute, c'est la baie au cochon, quelque chose comme ça, le lieu au cochon. Ah, c'est pas Cuba. Bon, très vite, la foule arrive en masse et le pouvoir voit d'un très mauvais œil ces rassemblements. En juin 1858, l'accès à la grotte est fermé. Alors pourquoi? Eh bien, il y a un petit peu de politique là-dessous. Nous sommes sous le Second Empire, Napoléon III mène une politique en faveur de l'unité italienne. Et cette unité terrifie le pape qui voit une menace pour les États pontificaux là, bien plus grands que le Vatican aujourd'hui. Ça crée des tensions en France entre le pouvoir impérial et les catholiques. Et certains utilisent les apparitions de Bernadette pour mettre la religion au cœur du débat. Donc pendant tout l'été 1858, ça hurle de tous les côtés. Eh bien, justement, en septembre, l'empereur, l'impératrice, accompagnée du petit prince impérial, il a 2 ans et demi, vont pas très loin. Ils sont à Biarritz. Et là, les catholiques sortent un petit détail de toute cette affaire qui passe inaperçu, mais il faut le rappeler quand même. Parmi tout ce que la Vierge a dit à Bernadette, il y avait quand même mange de l'herbe. Oui, il y avait de l'herbe. Non, mais c'est ça, la Vierge a dit mange de l'herbe, il y a de l'herbe, elle est amère, bah, tu manges et tout. Et là, que font les catholiques? Ils lancent une rumeur qui dit que l'impératrice aurait fait venir un peu de cette herbe pour soigner le prince impérial qui était malade. Et qui guérit, miracle évidemment, ce qui explique pourquoi en octobre, Napoléon III fait rouvrir l'accès à la grotte. Évidemment, tout ça c'est des foutaises, mais pas du tout, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Non, en fait, la réalité, c'est que Napoléon III ouvre l'accès parce qu'il mène la politique qu'il a toujours menée de tous côtés. Il veut se concilier l'ensemble de la population. Donc les catholiques veulent aller à la grotte. On leur ouvre accès, ils veulent manger de l'herbe. Qui mange de l'herbe, c'est pas vraiment un problème. Les catholiques ont des lubies, c'est pas grave. C'est pas un souci. Alors, juste donc pour terminer, vous l'avez compris, le prince impérial n'est pas un miraculé, à la différence de Jean Poiret dans le film de Jean-Pierre Mocky, lui qui est un vrai miraculé. Pauvre vieux, il peut pas chanter, mais Dieu lui en veut pas, hein, Major? Mais non, Dieu nous aime, toi, lui, moi, même elle. Hein. Dis donc, Bobonne, Dieu il aime autant les gitans que les blancs. Et oui, avec Jeanne Moreau, effectivement. Ouais, alors, changement de registre. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On réalise des mini-documentaires pour réduire les peines dans les procès aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. On connaissait déjà les films d'entreprise qui reprennent les codes du reportage télévisé pour vanter une marque. Voici des films judiciaires qui s'inspirent du documentaire pour sauver la peau d'un accusé. Concrètement, il s'agit d'un film envoyé par un avocat quelques jours avant l'audience à un juge dans l'espoir d'obtenir sa clémence. Ces films sont réalisés soit par d'anciens avocats qui sont convertis à la caméra ou alors directement des professionnels de l'audiovisuel. Et oui, ils jouent à fond la carte de l'empathie à base de regards caméra, de petites larmes qui coulent comme ça et surtout d'un défilé de témoins bienveillants. Voici un extrait de la déclaration de la femme de Jack Mark Johnson, coupable de fraude fiscale. Jack is a wonderful man. He has always worked so hard to provide for me and for the children, especially our younger son Chris. When he was diagnosed at the age of 3 with autism, Jack just put his heart and soul into making sure that Chris could one day be a contributing member of society. Vous avez remarqué la petite photo derrière des enfants, cette
vidéo dure 8 minutes. On y voit un psychologue, des voisins, des anciens collaborateurs qui disent tous à quel point Jack est une bonne personne. Et oui, il était cool. Et oui, il est victime de son propre acte. Ce pauvre Jack, il faut le sauver. Eh bien, figurez-vous, conséquence éventuelle de cette vidéo, sa peine passera de 15 à 8 ans de prison, presque un happy end et surtout un argument de vente pour ces vidéos au marché florissant qui coûtent entre 3 000 et 25 000 $ quand même pour les grandes productions. Qu'a eu Jack, non? Ouais, ça peut éventuellement l'intéresser. Il faudrait importer ça en France. En tout cas, du moins, Doug Payson, qui en a fait son business, qui est un ancien avocat, pionnier du genre d'ailleurs. Regardez son logo, il est assez intéressant. C'est le maillet du juge qui fusionne avec une caméra. Donc il y a un site qu'on peut consulter pour faire appel à ses services, mais maintenant il développe un programme de formation pour s'intéresser directement aux avocats pour qu'eux-mêmes réalisent ces plaidoiries d'un nouveau genre. C'est donc un pas de plus dans la mise en scène du feuilleton judiciaire américain et la justice américaine semble donc condamnée à ne rester qu'un spectacle. Quoi ? Aurait-on préféré que ces femmes meurent seules si M. Landru n'était pas intervenu? Landru était Merci mes amis. Claude Escolovitch. À suivre sur l'antenne, il est revenu. Soirée cinéma consacrée à Bertrand Tavernier, Noiret Huppert, Edith Michel. Dans Coup de torchon, drame au vitriol sur la France coloniale en Afrique noire. À demain 20h05, on se quitte avec les Jackson Sisters. C'est pour vous, I Believe in Miracles. Tchuss. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Le peintre syrien Najah Al-Boukaï était professeur de dessin à Damas jusqu'en 2011. Ses opinions politiques lui ont valu prison, torture, puis exil enfin en France. Aujourd'hui, Najah Al-Boukaï considère que l'art l'a sauvé, son témoignage entre souffrance et espérance. L'actualité du jour, c'est l'escalade militaire dans le sud-ouest de la Syrie, justement. Viol de l'espace aérien israélien par un drone iranien, avion de chasse israélien abattu par les Syriens. 2 événements ce week-end qui font redouter une confrontation élargie entre Israël et l'Iran. Comment éviter l'escalade? Nous en débattrons et puis vous retrouverez à la fin de l'émission messieurs Maudu et Saltiel à propos du 70e miracle survenu à Lourdes et reconnu par l'Église et à propos d'une innovation dans les procès aux États-Unis, le film publicitaire pour booster la défense du prévenu. Carrément, on n'arrête pas le progrès. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Claude Escolovitch, vous êtes mes 2 complices pour cette émission. Mais regardez pas comme ça. J'attendais de dire bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Bonsoir Najah Al-Boukaï. On est ravis de vous recevoir et c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, donc vous poser quand on rencontre et quand on accueille un réfugié politique syrien. Est-ce que ce réfugié, cet homme qui vit en exil en France, regarde un peu toujours derrière son nez au début un observateur? En 2011, vous filmiez, vous manifestiez, c'était les printemps arabes, vous pensiez que comme Mouammar Kadhafi était tombé, il allait pouvoir tomber, Bachar el-Assad, et puis on vous a accusé d'affaiblissement du sentiment national, et tout a commencé comme ça? Oui, voilà. Participation aux manifestations, grand espoir que les choses vont se terminer, qu'il y aura un changement démocratique. Il n'y aura pas aussi, on disait peut-être ça va coûter le peuple syrien 1000 martyrs, 5000, et puis ça a duré, ça a augmenté. Première arrestation, deuxième arrestation. En tout 12 mois en prison, oui. et dans des prisons, des centres qui portent des numéros, centre 227. Vous avez charrié 400 cadavres en 70 jours? J'étais arrêté la 2e fois, la 3e fois en fait, le 3 décembre 2014. J'étais en rez-de-chaussée, dans le centre 227, les renseignements militaires. Et puisque j'étais en premier étage, rez-de-chaussée, donc j'étais réquisitionné avec plusieurs prisonniers de charger et porter les cadavres. Donc la première chiffre que j'ai vue sur un cadavre, que j'ai bien vérifié, c'était 5535. Pendant 60 jours, le chiffre s'est augmenté jusqu'à 5874. Et il y avait certainement des cadavres, la plupart... Poules. Par rapport à ce régime, qui est un régime dictatorial, avez-vous peur, toujours, bien que vous soyez séparés par tout un continent, un demi-continent? Je peux vous rassurer que la plupart des Syriens, ils vivent toujours dans les cauchemars qui sont sous les forces des renseignements généraux syriennes.
Ils font des cauchemars souvent qui sont rentrés, ils se font arrêter par les forces. Mais du vous vous régime. sentez en sécurité en France? Oui, mais les cauchemars, Mais ça les se passe de cauchemars temps en continuent. temps. Ça nous fait visiter un peu la Syrie, malheureusement, dans ces cas. D'accord. Autodérision du réfugié politique et de l'exilé. Tout de suite, on vous retrouve dans un instant, Naja El-Boukaï, mais d'abord votre portrait, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Naja El-Boukaï sur Internet, on vous découvre en photo, sourire aux lèvres et dessin à la main, une apparente tranquillité ne laissant rien deviner de l'enfer que vous avez traversé. Vous êtes né il y a 47 ans à Homs, en Syrie, 2 mois avant le coup d'État d'Hafez el-Assad. Enfant, vous crayonnez pour donner vie aux héros de bande dessinée que vous affectionnez, Tintin et Ricochet. La vocation trace son sillon. À l'âge de 16 ans, vous apprenez le dessin et la peinture dans un centre d'art plastique avant d'étudier, aux Beaux-Arts à Damas, puis en France à Rouen. De retour en Syrie, vous devenez professeur de dessin. Mais en 2011, au début du printemps arabe, vous participez à une manifestation d'étudiants. Vous voilà incarcéré quelques heures. L'année suivante, la publication de simples dessins sur Internet vous envoie 1 mois en prison. Malgré les accusations de troubles à l'ordre public et affaiblissement du sentiment national. Ils sont morts à cause de la torture et les raisons sanitaires, hygiène très, très difficiles. Vous êtes le seul prisonnier dessinateur à être sorti vivant des geôles de Bachar el-Assad. Vous dessiniez quelquefois. Vous aviez des petits bouts de papier pour dessiner en prison? Dans les centres de renseignement généraux, on n'a pas le droit d'avoir même pas des tongs dans nos pieds. Donc il n'y a rien. Donc on est par terre. Mais quand j'étais transféré grâce à que ma femme et ma famille ont payé une somme d'argent pour être transféré dans les droits communs, j'ai eu le droit d'avoir un bout de papier, un crayon, un stylo. Donc j'ai commencé à reprendre la main. Mais dessiner les sujets du prison, c'est impossible. Donc j'ai commencé à faire des petits dessins, des petits croquis pour les prisonniers, que c'était interdit parce que peut-être ici ils veulent sortir leurs photos. Quelques dessins qui présentaient des corps des hommes, j'ai essayé de les exfiltrer de la prison. Claude. Qu'est-ce que c'est pour un artiste être libre? Quel genre d'artiste étiez-vous avant tout ça, avant la Révolution, avant d'être un prisonnier? Est-ce qu'on pouvait dessiner librement sous le régime d'Assad avant? Qu'est-ce qu'être libre pour vous? Le peuple syrien, il a exercé une autocensure pendant la période depuis que le Parti Baas a pris National, vous passez les 2 années suivantes en clandestinité à poursuivre votre travail d'artiste en publiant des dessins satiriques sur un compte Facebook. Dénoncé, vous voilà de retour ici au centre 227 des renseignements militaires de Damas, un bâtiment à l'allure anodine où se déroulent les pires atrocités. Durant 11 mois, vous subissez humiliations, menaces, tortures. Le matin, vous transportez les cadavres de ceux qui n'ont pas survécu en attendant votre tour. Vous ne devez votre salut qu'à votre femme, professeure de français, qui remue ciel et terre et rassemble 20 000 $ pour vous libérer. Depuis 2 ans, vous vivez avec elle et votre fille en exil en France où vous avez obtenu le statut de réfugié politique pour 10 ans. En guise de catharsis, vous témoignez dans vos dessins de la misère et de l'horreur que vous avez traversée dans ces geôles du mal. Des corps nus, des instantanés de terreur crue qui résonnent comme un écho sourd aux œuvres du Polonais Walter Spitzer et du Slovène Zoran Mujic, tous 2 rescapés des camps de concentration nazis. Avec ce trait sublime avec lequel vous transcendez l'horreur de ce que vous avez traversé, Naja El-Boukaï, espérez-vous un jour exposer vos dessins en Syrie? Avec le départ du régime syrien, certainement, on va exposer. C'est votre préalable à vous, votre condition préalable. Est-ce que votre trait, est-ce que votre dessin, qui est très funèbre, qui est noir, a retrouvé un peu de couleur depuis que vous êtes en France, depuis 2 ans, ou toujours pas? En fait, dans cet esprit des prisons, je n'arrive pas à dépasser le bleu maximum quand c'est clair, ou le brou de noix. Vous avez été